Donc, chers téléspectateurs, nous avons un grand plaisir de vous présenter notre premier invité. C'est Yıldızbek Saidov, titulaire de la bourse de la Fondation El Yurt Mili. Bonjour Yıldızbek. Bonjour, bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, merci. Et Yıldızbek, présentez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes né où? Vous avez une grande famille? Alors moi je m'appelle Yıldızbek, 26 ans. Moi je viens de la région de Bukhara. Voilà, pour moi j'étais étudiant en France pendant 2 ans. Et aujourd'hui je suis revenu en Ouzbékistan pour commencer mon activité professionnelle dans la fonction publique. Donc, Yıldızbek, dites s'il vous plaît, pourquoi avez-vous décidé de commencer à apprendre la langue française quand vous avez compris que le français fera partie de votre vie? Vous l'avez étudié à l'école ou bien c'était la décision de vos parents? Alors, ce n'est pas moi qui ai décidé de choisir d'apprendre le français, c'est plutôt... C'était quelque chose de naturel pourquoi? Parce que ma mère, elle est prof de français, elle exerce ce métier toujours depuis plus de 30 ans chez nous à Bukhara, à l'école qui se trouve près de notre village. Et du coup, forcément, c'est elle qui m'a poussé d'apprendre le français. J'ai commencé à apprendre la langue française quand j'étais pas encore à l'école primaire. Il m'apprenait des petits mots, des petites expressions, des petites comptines, des poésies, etc., etc. Et après, au fil du temps, c'est devenu une passion. Après, j'ai continué d'apprendre le français à l'école dès la 5e, c'est-à-dire j'ai dû déménager dans un autre bout de notre district pour y apprendre le français parce qu'il y avait des heures supplémentaires de français dans cette école que l'école où j'ai fait l'école primaire que j'ai fait que j'ai étudié n'avait pas. Et du coup, voilà, après, j'ai poursuivi d'apprendre le français à l'université quand j'ai intégré l'Université d'école mondiale et de diplomatie à Tachkent. Il y avait des cours, mais parallèlement, je travaillais beaucoup de manière indépendante. Je travaillais, je préparais le diplôme d'ALFC1 d'abord et après d'ALFC2. Du coup, le bagage que je dispose aujourd'hui en français, c'est plutôt le fruit d'un travail individuel, ainsi que il y a beaucoup de mérite de ma mère aussi. Et dans votre famille, c'est vous et votre mère, vous êtes francophone? Oui, mais pas que. Il y a mon grand frère qui maîtrise aussi le français, mais pas aussi bien que nous. Et après, également, il y a la femme de mon grand frère qui est professeur de français à l'école aussi. Elle travaille, pas mal de francophones dans votre famille. Elle travaille avec ma mère à l'école. Voilà, c'est tout. Mais mon père, non, il est prof de russe. Du coup, on peut dire en quelque sorte une famille des francophones, quoi. Parfait. Et pourriez-vous nous parler de votre rêve d'enfant? Et quel métier aspirez-vous quand vous étiez très jeune? Alors, comme tout enfant qui apprend le français, mon rêve était de me rendre en France, de faire du tourisme là-bas. C'était un rêve de gosse, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une chose faite. J'ai réalisé mon rêve. Et quant au métier que je voulais faire plus tard quand j'étais petit, c'était, comment dire, quand on est gamin, c'est pas quelque chose de stable. Un jour, vous vous réveillez et vous vous dites que vas-y, je veux être policier, par exemple. Policier, procureur, ce que vous voulez. Et l'autre jour, vous vous réveillez, je veux devenir le footballeur.
Mais voilà, c'était pas stable, c'est un peu, on peut dire, versatile. Ça variait d'un jour à l'autre. Voilà quoi. Donc, et pourquoi vous avez décidé d'entrer à l'université d'économie mondiale et de diplomatie? Alors, c'est une très bonne question. Il y a quelques facteurs qui ont fait que j'ai choisi cette université. D'abord, à l'époque, même aujourd'hui, je pense, hein, à l'époque, quand j'ai déposé mon dossier à l'université, l'université de diplomatie était l'une des plus prestigieuses, si elle n'est pas la plus prestigieuse, en Ouzbékistan. Et après, à cette époque-là, mon grand frère faisait déjà ses études à cette université. Et du coup, c'est toutes ces conditions qui sont réunies qui ont fait que voilà, j'ai intégré cette université. C'était quelle faculté? C'était la faculté des relations internationales où j'ai fait 4 ans et j'ai eu ma licence en 2020. Enfin, j'ai passé l'examen d'entrée en 2016, bien évidemment. Après, au bout de 4 ans, j'ai eu ma licence. Voilà. D'accord. Et vous avez même travaillé au ministère de l'Éducation nationale. Et quel poste occupez-vous? Oui, après avoir eu ma licence dans l'Université d'économie mondiale et de diplomatie, c'était en pleine période de confinement dû au Covid. Mais après, moi j'ai dû attendre quelques mois chez moi. Et puis j'ai rejoint Monsieur Shourat Satorov, qui était le directeur du Centre républicain d'éducation auprès du ministère de l'Éducation nationale, qui je remercie même aujourd'hui parce qu'il aimait donner la chance, l'opportunité aux jeunes cadres comme moi. On était une jeune équipe et là-bas j'occupais le poste de méthodiste de français. Voilà. Et c'était un peu, comment dire, celui qui se chargeait d'encadrer l'apprentissage du français dans les écoles. Et après, entre autres, j'ai dirigé un groupe de professeurs qui ont conçu les manuels de français pour les élèves, des écoles de la première à la 4e. On a fait 4 kits, on peut dire, kits pédagogiques pour les élèves. Mais après, avec les réformes, avec le décret du président de la République, le ministère nous a donné l'opportunité de faire venir, d'acheter les droits d'utilisation des manuels qui sont conçus sur place en France. Et du coup, c'était, on peut dire une révolution, c'était une réforme, c'était quelque chose, il n'y avait pas d'analogue avant, voilà. C'était assez intéressant, quoi. D'accord. Et on connaît que vous avez fait votre étude à Strasbourg. Oui. Et qu'est-ce que vous avez conduit à choisir Strasbourg pour votre étude? Alors, moi j'ai bossé au ministère pendant 2 ans et entre-temps je me suis dit que j'avais effectivement des compétences, des connaissances qui me manquaient et ça m'a incité à continuer mes études, à faire un master en France. Et du coup, pourquoi Strasbourg? Oui, parce que moi à l'époque, c'était un moment où vivre dans une grande ville a commencé on peut dire, à me saouler, pardon de le dire, mais quand j'ai fait mes recherches pour choisir une université, pourquoi j'ai choisi Strasbourg? Parce que d'abord c'est pas une grande ville, c'est pas aussi grande que la France. Là-bas c'est tranquille, calme, il n'y a pas un grand monde, il n'y a pas de foule. Et à côté de ça, je ne sais pas vous connaissez ou pas, mais Strasbourg héberge un grand nombre d'institutions européennes. C'est-à-dire, on peut donner l'exemple du Parlement européen, de la Cour des droits de l'homme, voilà. Et puis, etc. Il y a plusieurs représentations diplomatiques,
Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi cette ville, pas Paris. Mais j'ai été accepté par plusieurs universités parisiennes aussi, mais je ne voulais pas y aller parce que ce serait la même chose de me déménager de Tachkent à Paris. Comme dit les Parisiens, métro boulot dodo, ça ne me correspondait pas. Voilà. Et quelle orientation vous avez choisie dans votre université? Moi, j'ai fait 2 ans de master en administration publique, c'est-à-dire tout ce qui est administration de l'État, les ministères, l'établissement public, le management public, la gestion, la comptabilité, tout ce que c'est un peu l'administration. Comment ça marche? Comment ça marche dans au plus niveau, même dans jusqu'au plus bas, jusqu'aux collectivités territoriales, quoi. Voilà. D'accord. Et parlons s'il vous plaît un peu de Strasbourg. Est-ce que c'est une belle ville? C'est une très très belle ville. C'est une ville touristique, mais on peut dire, sauf erreur de ma part, c'est la 10e agglomération de France. Moi, j'ai vécu près de centre-ville. Il y a beaucoup de monuments historiques. C'était un centre vraiment touristique. Il y a tout le temps des touristes qui venaient du monde entier. Il y a beaucoup de choses à voir, quoi. Vous étiez là pendant 2 ans? Oui. Pendant votre master? Oui. D'accord. Et vous êtes d'accord qu'on dit que Strasbourg, c'est le cœur de l'Europe? Oui, bien sûr, parce que au niveau, en termes de localisation géographique, effectivement, Strasbourg se trouve au cœur de l'Europe parce que, par exemple, de là où j'ai habité, en 20 minutes, en vélo, vous vous retrouverez dans l'autre côté du Rhin, c'est-à-dire en Allemagne, ou bien dans une heure et demie de route en train, vous pouvez vous rendre en Suisse, ou bien dans 2 heures en train, vous êtes au Luxembourg, en 3 heures vous êtes en Belgique. Et c'est pourquoi d'ailleurs que les dirigeants européens, les leaders européens, les autorités ont choisi d'installer le Parlement européen à Strasbourg. Donc là-bas, il y a beaucoup de monuments historiques, de curiosités. Parlez-nous s'il vous plaît plus en détail, peut-être il y a les plus préférés pour vous? Oui, il y en a beaucoup. Le monument le plus célèbre, c'est la grande cathédrale, la cathédrale de Strasbourg, qui mesure 143 mètres, sauf erreur de ma part. Et c'était le monument le plus élevé en Europe, même dans le monde, jusqu'à la construction de la cathédrale de Cologne. Et après, mais aujourd'hui, si vous voulez regarder de très près, c'est assez. Vous vous rendez compte que c'est vraiment haut, quoi. Voilà. D'accord. Il y a une magnifique cathédrale gothique. Oui. Est-ce que vous étiez là? Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est la cathédrale de Strasbourg. Je suis même monté, mais pas tout en haut, mais c'est interdit. Mais dans une certaine mesure, vous pouvez monter par les escaliers, mais c'est assez dur. Vous devez être un bon sportif pour pouvoir grimper tous les marches de l'escalier pour voir la ville de Strasbourg depuis le haut de la cathédrale. Et on sait que Strasbourg se trouve à la frontière avec l'Allemagne. C'est pourquoi parler, s'il vous plaît, de la cuisine locale. Je pense que c'est en quelque sorte mix de la cuisine française et allemande. Oui, bien sûr, c'est très influencé. On peut dire qu'il y a une empreinte de la cuisine allemande aussi, surtout au niveau des... Si vous connaissez, il y a une pâtisserie qui s'appelle Bretzel. C'est en forme de cœur. Vous pouvez l'avoir en sucré, salé. Il y a aussi Flammkuchen. Il y a une grande variété de vins alsaciens. C'est pas français ni allemand, mais c'est alsacien. Et les Alsaciens aussi, ils n'aiment pas quand on les identifie comme français ou allemands. Ils se déclarent alsaciens. C'est alsacien pour eux, mais il y a un patois alsacien aussi, c'est une langue à part
qu'un Français ne pourra jamais comprendre. Voilà. Et quel est votre plat préféré était en Strasbourg? Parce que pour vous, je pense que pour l'Ouzbek, c'est quelque chose parce que notre cuisine se diffère de la cuisine française. Il y a quelques plats préférés? Oui, mais ma réponse pourra vous surprendre, mais c'est kebab. C'est kebab, parce qu'il y a une grande communauté turque là-bas et qui font des kebabs mais agréables, délicieux. Ouais, on peut dire que c'est l'un des meilleurs kebabs un peu aux alentours, quoi. Est-ce qu'il y a une cuisine ouzbek aussi à Strasbourg? Non, vous étiez là? Malheureusement non. Il y avait une cuisine, si je ne me trompe pas, une cuisine ouïghour. Mais c'était hyper cher et du coup, pour un étudiant d'aller manger là-bas, même une fois par mois, c'est pas trop rentable. D'accord. Et vous êtes de Bukhara, et parlez-nous un petit peu sur votre pays natal. Bukhara est une ville magnifique parce que moi aussi je suis de Bukhara. On vous attend. Oui, ben, effectivement, je viens de Bukhara, mais pas spécialement de la ville de Bukhara, mais d'une ville qui se trouve à 45 km de Bukhara, le district de Guijdan, la ville de Guijdan, je ne sais pas où vous connaissez, qui est très très renommée par ses brochettes, chachlik. Et sinon, oui, la ville de Bukhara n'a pas besoin de présentation. C'est une très belle ville avec une énorme histoire, avec un énorme potentiel touristique. Et sinon, franchement, moi, j'ai quitté Bukhara il y a à peu près 10 ans. Du coup, je rentre, je reviens quand j'ai le temps, mais mais pas souvent, pour retrouver ma famille. Et votre famille, elle habite ici à Tashkent? Non. Vous êtes seul ici? Oui, je suis seul. Et votre frère, sœur? Ils habitent toujours à Bukhara, ils travaillent là-bas, ils ont fait leur vie là-bas, quoi. Voilà. Et par exemple, quel monument, peut-être quelle curiosité vous pouvez conseiller aux touristes qui veulent visiter Bukhara ou les alentours? Pour moi, c'est l'Abha House. Il y a plein de médersa de Notre Devon Begui, ou bien la forteresse de l'émir Ark, et le mausolée de Imam al-Bukhari. Et voilà, il y en a pas mal, quoi. D'accord. Et parlez s'il vous plaît de la cuisine locale, parce que quand nous avons cette question nous intéresse. En Ouzbékistan, votre plat préféré? En Ouzbékistan? Oui. Il y en a. Peut-être il y a quelques spécialités de Bukhara? De Bukhara, oui, bien sûr. Tout ce qui contient de la viande, moi je suis partant. Par exemple, les brochettes, bien, je ne sais pas où vous connaissez ce plat, mais Vagouri. Oui, on sait. Oui, on mange. Et surtout, tous les plats qui sont préparés par ma mère. Voilà. Et après vos études, quels sont vos projets? Moi, vu que j'ai déjà terminé mon master, c'est déjà le temps de réaliser les projets. Enfin, le projet numéro 1, c'est pour le moment, j'ai d'intégrer une agence nationale de protection sociale ici à Tashkent. Et après, une fois rentré à cette institution, de là, on commence à faire des projets. Peut-être on va faire quelque chose avec la France, avec l'ambassade de France. Voilà, quoi. Pardon, et vous avez fini votre master cette année, je crois. Oui, cette année. D'accord. En mai dernier. En quoi? En mai dernier, oui, en mois de mai. Et si vous aviez le choix dans quel pays vous préféreriez vivre? En Ouzbékistan, peut-être en France? C'est en dehors de l'Ouzbékistan? Ou bien dans un autre pays. Oui, si vous avez le choix. Moi, si j'avais le choix, je dirais cash, la Suisse, quoi.
La Suisse? La Suisse, la ville de Genève, que j'ai beaucoup aimé. Vous étiez là, je crois. Oui, j'ai fait j'ai fait 2 fois la Suisse. Voilà, j'ai la ville, la Genève, aussi la ville de Bâle, j'ai fait. Et je suis rentré un peu à l'intérieur du pays aussi pour visiter les montagnes, les vallées. Et j'ai adoré la Suisse. Et si j'avais la possibilité, un jour, j'y rentrerai avec plaisir. Je voudrais encore vous poser la question. Quand vous avez dit que vous avez déjà visité la Suisse, mais peut-être encore quel pays vous avez réussi à visiter? J'ai fait l'Allemagne et tout. Moi, je ne suis pas trop voyageur. Du coup, depuis que j'étais jeune, moi, je voulais visiter 2 pays, particulièrement c'était la France et la Suisse. Et aujourd'hui, voilà, c'est des choses faites. J'ai visité les 2 pays. Et du coup, comme je viens de dire, moi, j'aime pas trop voyager. Et voilà. Et en France aussi, vous étiez juste à Paris et à Strasbourg? À Paris, Strasbourg. J'ai fait un peu toute la partie est de la France, c'est-à-dire dans l'est, c'est la ville. J'ai visité les villes de Metz, Nancy, Mulhouse, Colmar, Sélestat, et tout ça, c'est des petites villes. Mais Paris aussi, bien évidemment, quelquefois. Et quelle langue étrangère vous parlez encore? Moi, je parle que français. À part le français, l'ouzbek, c'est ma langue maternelle, bien évidemment. Après, je parle, si on peut dire ça, je parle un peu russe. Je maîtrise un peu l'anglais et je parle le tadjik aussi de temps en temps. Et la langue que je voulais apprendre, que j'aimerais bien parler, c'est l'allemand. Je veux dire. Et que pensez-vous le français soit difficile à apprendre pour les personnes qui commencent à apprendre cette langue? Vous voulez que je dise la vérité ou La vérité? Moi, je ne voulais pas décourager les apprenants du français, mais quand même, il faut bien dire les choses. Le français n'est pas facile à apprendre, mais avec un travail déterminé, avec un travail acharné, avec une détermination, on pourra bel et bien apprendre le français. Voilà, l'exemple en est moi. Moi aussi, je ne suis pas né en parlant français. C'est quelque chose qui a été acquis pendant des années. Du coup, oui, c'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est pas infaisable, c'est pas impossible. Comme disait le Napoléon Bonaparte, impossible n'est pas français. Et ça s'étend sur l'apprentissage du français aussi. Donc, selon vous, quel aspect est le plus difficile pour les débutants, pour les apprenants? Pour les apprenants, c'est malheureusement le français et l'ouzbek. Il n'y a pas trop l'air, quoi. Il n'y a pas vraiment de similarité, d'affinité entre ces 2 langues, que ce soit au niveau grammatical, que ce soit au niveau de la prononciation, la structure des phrases. C'est un peu différent, mais je connais beaucoup d'Ouzbeks qui sont débrouillés très bien à apprendre le français et à habiter en France et à faire leur carrière à travers le français. Donc, quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui commencent à étudier le français? Moi, je dirais pas que je sois bien placé de donner des conseils. Mais quand même, comme pour quelqu'un qui apprend le français, je dirais qu'il faut davantage regarder les vidéos, écouter de la musique française, regarder des vidéos des blogueurs, des influenceurs sur, par exemple, YouTube. Ce qui manque à tous ceux et celles qui apprennent le français en Ouzbékistan. Pour eux, apprendre le français, c'est que lire des bouquins, d'aller aux cours supplémentaires, mais c'est pas ça. Oui, c'est très important aussi, mais à côté, il faut un investissement sérieux
individuel, quoi. Il faut vraiment bosser chez nous, quoi. Voilà, quand on rentre des classes, il faut qu'on continue, qu'on enchaîne les exercices, voilà, l'écoute des musiques, regarder les films, des trucs comme ça. Et moi, je disais toujours à ceux qui me demandaient des conseils, moi, je leur disais toujours qu'il faut, pour apprendre le français, il faut manger le français, il faut vivre français, il faut aller se coucher en français, se réveiller en français. Voilà. Penser en français. Ça donnera des effets si on applique ces choses dans nos quotidiens, quoi. Je pense que ce sont des conseils pour n'importe quelle langue étrangère. Si vous voulez obtenir un résultat. Exactement, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, on a parlé de votre métier. Et si vous aviez l'opportunité de recommencer, quel métier aimeriez-vous exercer, je crois? Moi, en fait, le master que j'ai fait me permettra d'intégrer un bon nombre d'organismes publics, d'établissements au sein du gouvernement, au sein de la fonction publique. On peut dire, comme je viens de dire, la protection sociale, ou bien l'éducation, ou bien la justice. Voilà, il y a vraiment une grande variété de métiers que mon master pourrait me donner l'opportunité d'exercer, quoi. Donc, encore une question. J'espère que vous avez le temps libre. Et qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre loisir? Moi, j'aime surtout, j'aime bien courir, la course. C'était une passion depuis longtemps et que je me suis remis quand je suis allé en France, c'est-à-dire la course. Quand j'étais en France, je coursais 2 ou 3 fois au moins par semaine. Je faisais 10 km à chaque fois. Et j'aime bien courir et aussi j'aime bien regarder les matchs de foot. Les matchs voilà. J'aime bien y jouer aussi. Et surtout, quand j'ai un temps, quand je suis disponible, j'ai rien à faire, j'aime bien aussi lire des articles sur la politique, sur la fonction publique. L'actualité. Voilà, l'actualité un peu aussi. D'accord. Et quels sont vos projets pour l'avenir de Baflak? Est-ce que vous avez d'autres rêves et buts? Pas professionnel, peut-être global. Globalement, on peut dire même mon rêve. Une partie, j'ai déjà concrétisé. C'est-à-dire, moi, j'ai fait venir ma mère quand j'étais en France. Je fais venir chez moi et on a fait du tourisme ensemble. Et le projet, maintenant, c'est d'amener mon père aussi, tous les deux, pourquoi pas. Oui. Et après, au niveau professionnel, si vous voulez, je voulais bien me lancer dans la politique. Je voulais peut-être, je vais m'adhérer dans un parti politique plus tard, voilà, pour pouvoir aider les Ouzbeks à faire monter leur voix aux hiérarchies du pays, peut-être en devenant le député ou quelque chose comme ça. Voilà, je me vois dans la fonction publique, c'est sûr, je me vois peut-être dans la politique aussi. Voilà, c'est le projet, mais c'est à long terme. C'est des choses qu'il faut faire progressivement parce que ça ne vient pas... du temps. Ça vient pas très, très vite, voilà. On vous souhaite la réalisation de tous vos projets. Merci. Donc, on ne peut pas vous laisser partir sans poser notre question du jour traditionnelle. J'espère que vous savez bien. À Paris, il y a un pont qui porte le nom d'un tsar russe. C'est le pont, et on a 3 variantes, Alexandre III, Pierre le Grand et Nicolas II.
c'est pas la variante C, c'est pas la variante P non plus, c'est plutôt Alexandre III. C'est ça? Merci pour votre réponse, mais quant à savoir si la réponse est bien correcte. Oui, vous allez découvrir à la fin de notre émission. Ah d'accord. Peut-être pas maintenant. Donc, merci beaucoup pour cette conversation très intéressante et informative. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que notre invité était Yıldızbek Saidov, titulaire de la bourse de la Fondation El Yurt Umidi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. On vous souhaite la bonne journée et restez avec nous. Et maintenant, chers téléspectateurs, c'est le temps de petite pause. Votre attention à l'écran.